OK. Alors, la Seconde Guerre mondiale, on va regarder notre marche à la guerre. Et ici, je vais vous parler du Japon, dont on n'a pas beaucoup parlé. OK. Alors, le Japon impérialiste, dont on va parler aujourd'hui, est né en 1868. Il avait une politique expansionniste fondée sur la suprématie euh, de la race japonaise et de sa religion, le shintoïsme. Euh, L'Empire japonais est relativement jeune. En 1868, il existe, donc à la Deuxième Guerre mondiale, il existe depuis très peu de temps. Auparavant, au Japon, on avait le shogunat, qui était une forme de dictature dont la politique était isolationniste. Donc, le Japon impérialiste est complètement différent et il s'apparente à l'idéologie fasciste. Débute en 1868, c'est un nouveau régime au Japon qui cherche à rétablir un peu cette idée d'empereur éclairé qui avait déjà existé auparavant au Moyen Âge et qui euh, se fonde sur le shintoïsme, qui est une religion japonaise que je veux pas développer, là, que je veux pas commencer à expliquer, mais elle se base un peu sur cette déesse Amaterasu Omikami qu'on voit ici, qui aurait éclairé, si on veut, l'archipel nippon. Et c'est pour ça qu'on la voit tout le temps comme entourée d'un genre de soleil. Et c'est de là que vient le drapeau japonais. Comme, comme à l'époque, le drapeau japonais, c'est un rond rouge avec des rayons euh, pour représenter cette espèce de soleil levant, mais aussi le soleil est représenté par cette déesse Amaterasu qui était comme cachée dans une caverne, comme on voit sur l'image. Je la trouve belle cette image-là d'ailleurs. Et là, elle pousse une espèce d'énorme roche. Puis c'est comme ça que la lumière fut. Ah! Et c'est de là que vient cette espèce de. Ben, l'idée du soleil tout le temps, le point rouge aujourd'hui du drapeau japonais, mais il n'y a pas les rayons. OK. Le Japon impérialiste à l'époque adopte une politique d'expansion. C'est pour ça qu'on dit que c'est un empire. Hein? Et elle est très militariste. Elle ressemble beaucoup, je trouve, au fascisme. Hein? Si on pouvait dire, c'est la version un peu orientale du fascisme. Alors, le Japon cherche à se moderniser avant que le Japon devienne impérialiste. Il était très fermé sur lui-même. Mais au 19e siècle, comme je vous en ai parlé un peu au début de l'année, le Japon se fait faire un peu la même chose que la Chine avec les guerres d'opium. Donc, le Japon a été obligé d'ouvrir ses frontières. Ça s'est fait de force parce que le Japon était contre tout contact avec les étrangers. Mais à partir de 1868, ça va changer parce que le Japon adopte une attitude complètement contraire, alors qu'auparavant, ses portes étaient complètement fermées. Le Japon ouvre ses portes sur les autres pays, mais d'un œil un peu avec une attitude très autoritaire dans la mesure où le Japon estime qu'elle a besoin de plus de ressources. Sa population a énormément augmenté et comme, euh, bon, elle estime que tout lui, que son droit, qu'elle est comme entitled aux autres terres, simplement parce que justement la culture japonaise serait supérieure à la culture euh, du reste de l'Asie. Donc, à partir de là, ça justifie cette invasion et cette appropriation des ressources des pays autour. Ça va commencer avec la Corée. Le Japon va annexer des terres de Corée. Plus tard, il va y avoir même une guerre avec la Russie, dont je vous ai parlé en 1905. Et cette politique se poursuit. Cette politique dont je viens de vous expliquer va, of course, envahir, n'est-ce pas? Puisque c'est ça l'esprit. Faut dire que le Japon avait vraiment des besoins
pour répondre aux besoins de sa population. Par contre, il aurait pu acheter les produits ailleurs, comme on fait aujourd'hui. Mais pour le Japon, acheter signifiait perdre leur argent et c'était beaucoup mieux de juste prendre le territoire en question puis dire que ça leur appartenait. Ce qu'il va faire avec la Mandchourie. Alors, il y a un prétexte, c'est l'incident de Mukden qu'on voit ici. Le Lotus Bleu, qui est un album de Tintin par Hergé, s'inspire beaucoup des événements au Japon entre les Chinois et le Japon. C'est la guerre sino-japonaise dont on parle. Et quelques pages de l'album Le Lotus Bleu s'inspirent directement de ce qui s'est passé justement avec l'incident de Mukden. Donc, vous voyez ici, on a comme supposément des Japonais qui seraient déguisés et qui font sauter une bombe sur une voie ferrée qui est en Chine, en Mandchourie, mais qui appartenait à une société japonaise. Donc, cette bombe qui est posée par des Japonais, ben, on va dire que c'est des dissidents chinois qui l'ont posée. Et ça va être le prétexte, justement, pour envahir la Chine, ou en fait la Mandchourie, puis créer un nouvel État, c'est le Manchukuo. Et c'est le début de cette politique expansionniste japonaise. Non, c'est pas le début. Elle était déjà présente, mais vraiment, le Japon va montrer qu'il cherche vraiment à étendre ses frontières et ils vont envahir la Chine, qui est à l'époque très faible, parce qu'elle avait une guerre civile en Chine dont j'ai pas pu vous parler, mais c'est l'équipe, dans le fond, de Mao Tse-tung qui combattait l'équipe du Kuomintang. Le Kuomintang, aujourd'hui, est réfugié à Taïwan et le reste de la Chine a été gagné par Mao. Mais à cette époque-là, les deux s'opposent, le Kuomintang et les forces de Mao Tse-tung. C'est le parti nationaliste de Chine, plutôt communiste, et le Kuomintang était davantage démocratique, libéral, si on veut. Et ils sont en train de se faire la guerre entre les deux. Donc, le Japon en profite. Bon. L'invasion se fait sous les yeux de la Société des Nations qui fait des discours, mais elle va pas, punir le Japon. Il n'y a pas de sanctions, etc. Donc, les gens, à l'époque, regardent pas trop ce qui se passe en Chine. Et on s'énerve pas trop pour le Japon, c'est trop loin. On est plus inquiet de Staline. Et d'ailleurs, comme le Japon s'oppose à Staline, on a tendance à être plus du côté des opposants des communistes. Parce que le vrai danger à l'époque dans la tête des démocraties qui sont représentées par la SDN, donc la France et l'Angleterre, le vrai danger, c'est Staline. Donc, de voir que le Japon se met avec l'Allemagne pour encercler, si on veut, l'URSS, ça rassure tout le monde. On le voit d'un bon œil. OK. L'agression italienne en Éthiopie. Donc, les Italiens fascistes continuent aussi avec leur visée d'expansion. Ils vont envahir l'Éthiopie. Encore une fois, la Société des Nations réagit pas trop. On interdit à tous les membres de la SDN de vendre des armes et de prêter de l'argent à l'Italie, mais personne s'assure que ces sanctions soient respectées. Elles ne le seront pas. Alors, encore une fois, on voit la faiblesse de l'opposition de la Société des Nations à ces conquêtes super militaires des États fascistes. Encore dans le même sens, Hitler va remilitariser en grande pompe aux yeux du Moon Empire. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, il y a comme des erreurs, là. Je pense que mon autocorrect est en anglais. C'est écrit... OK. Ce qui est supposé être écrit ici, c'est « Contrairement aux dispositions du traité de Versailles, Hitler envoie en grande pompe aux yeux du monde entier. » Pas ça, je sais pas c'est quoi, là. 30 000 soldats dans cette région qui sert de frontière avec la France, entre autres, à l'ouest de l'Allemagne. Il y a aussi beaucoup de dictatures de droite en Europe à l'époque. Je vais parler de la guerre d'Espagne qui va justement transformer l'Espagne en une dictature alliée aux nazis. La dictature de Franco.